Et si les blocages que tu vis aujourd'hui, ces schémas répétitifs, ces émotions inexpliquées, ne venaient pas uniquement de toi, mais d'un héritage bien plus vaste? Si tu as peur de l'abandon, par exemple, ton sentiment d'injustice ou tes difficultés financières étaient en réalité des empreintes karmiques laissées par ton passé, ta lignée ou même le karma collectif. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode sur le karma, où nous allons plonger profondément dans les mémoires karmiques, comprendre comment elles façonnent ta vie et surtout comment t'en libérer pour enfin avancer avec plus de clarté et de légèreté. Alors si tu as suivi le premier épisode, tu te souviens qu'on a déconstruit les clichés sur le karma. On a vu que ce n'était pas une punition divine ou une fatalité, mais une loi d'apprentissage à travers 12 lois notamment, un équilibre énergétique qui reflète nos choix et nos intentions. On a aussi exploré les 3 formes de karma. Donc le Sanchita karma, l'ensemble des karmas accumulés au fil de nos vies, le Prarabdha karma, les mémoires activées dans notre incarnation actuelle, et l'Agami karma, les actions que nous posons aujourd'hui et qui façonnent notre futur. On a aussi parlé d'un élément clé qui est le karma collectif, ce poids invisible qui influence nos vies au-delà de notre propre histoire personnelle, et on va y revenir plus en profondeur aujourd'hui. Donc là, dans cet épisode, on va voir concrètement comment ces formes de karma se traduisent en mémoire karmique et comment elles conditionnent nos émotions, nos relations et même nos opportunités de vie. Peut-être que tu ressens depuis longtemps des blocages que tu ne t'expliques pas, des schémas qui se répètent, des relations qui échouent toujours de la même manière ou des peurs qui te paralysent sans raison apparente. Alors pourquoi certaines personnes ont-elles toujours du mal à exprimer leur vérité, par exemple? Pourquoi est-ce que certains vivent dans un manque constant malgré tous leurs efforts? Ou pourquoi encore d'autres attirent toujours des relations toxiques? Les réponses, en fait, sont souvent dans les mémoires karmiques. Des blessures héritées, des pactes inconscients, des énergies anciennes qui influencent encore ton présent. Et aujourd'hui, tu vas apprendre à identifier déjà ces mémoires pour enfin commencer à t'en libérer. On parlera des liens karmiques dans le 3e épisode. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les 6 mémoires karmiques principales et comment elles se manifestent dans ta vie, le lien entre tes mémoires personnelles et le karma collectif, et des méthodes concrètes pour t'en libérer et retrouver ton plein pouvoir, puisque c'est à chaque fois l'objectif de mes vidéos. Alors si tu veux aller encore plus loin, j'ai réservé pour les membres de la communauté un contenu exclusif avec une guidance complète sur le karma collectif actuel. Bon, il y a du lourd pour comprendre comment il t'affecte aujourd'hui, et bon, la guidance est assez forte. Et il y a aussi une analyse détaillée des 26 mémoires karmiques, puisque oui, il y en a 26, pour savoir lesquelles te concernent et surtout comment les travailler en profondeur. Voilà, on va lister les 26 mémoires, mais derrière, il va y avoir tout un carnet d'introspection et de travail sur soi. Et puis, à la fin de cette vidéo, je vais aussi te donner un petit rituel simple mais efficace pour commencer à libérer une mémoire karmique dès aujourd'hui. Alors, avant qu'on commence, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu ressens au fond de toi une mémoire qui pourrait être un frein dans ta vie? Une peur qui revient sans cesse, un schéma relationnel qui se répète ou une émotion qui ne te quitte jamais? Dis-moi en commentaire, par exemple, laquelle te parle le plus, et on va voir ensemble comment la comprendre et s'en libérer. Allez, c'est parti, on plonge dans les mémoires karmiques. Alors maintenant que tu comprends comment le karma fonctionne et influence ta vie, on va entrer dans le concret. Les 6 mémoires karmiques principales qui créent des blocages majeurs et que l'on porte souvent sans en avoir conscience. Donc je vais te donner pour chaque mémoire son origine, comment elle se manifeste dans ta vie actuelle et surtout ce qu'elle essaye de te faire comprendre. Donc encore une fois, ces mémoires sont les plus courantes, mais il y en existe bien plus. Alors première mémoire, la mémoire d'abandon.
Pourquoi est-ce que j'ai toujours peur d'être seul? Pourquoi est-ce que je ressens un vide intérieur inexplicable? Alors, l'origine de cette mémoire, elle vient souvent de vies antérieures, où la personne a été abandonnée dans des circonstances tragiques. Euh, Ça peut être orphelin, laissé derrière par exemple en temps de guerre, rejeté par une communauté. Elle peut être aussi transgénérationnelle, c'est-à-dire transmise par des parents ayant eux-mêmes vécu des séparations douloureuses. Bien sûr, ça peut être également le cas dans cette vie actuelle. Alors comment elle se manifeste aujourd'hui pour toi? Il va y avoir ce sentiment de dépendance affective, le besoin excessif de validation dans les relations, l'incapacité à être seul, la volonté d'être toujours en couple, par exemple, ou bien au contraire la peur de l'engagement. Inconsciemment, la personne sabote ses relations pour éviter de revivre la douleur de l'abandon. Et il y a aussi ce sentiment de vide profond, une recherche constante d'une présence extérieure pour combler un manque intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre pour s'en libérer? Déjà, premier point, c'est de travailler sur l'autosuffisance émotionnelle, sur sa complétude. L'amour et la validation ne viennent pas de l'extérieur, mais de soi-même. Et il faut aussi apprendre à affronter la peur de la solitude en apprenant à se connecter à son intériorité plutôt que de chercher une compensation extérieure. Apprendre à être bien avec soi-même. C'est dans tous les cas, pour moi, une des clés pour être bien en soi-même et ensuite pour être bien avec les autres. Est-ce que toi aussi tu ressens ce besoin d'être constamment rassuré par les autres? Si c'est le cas, je t'invite à travailler cette mémoire de l'abandon. La deuxième mémoire, c'est la mémoire de trahison. Pourquoi est-ce que j'ai tant de mal à faire confiance? Pourquoi est-ce que j'attire toujours des relations où je me sens trahi, où je suis trahi aussi peut-être? L'origine se trouve en fait dans des expériences passées où la personne a été trahie par un proche, un partenaire, un ami, une communauté, et parfois la mémoire s'inverse. La personne a été celle qui a trahi dans une vie passée et porte une culpabilité inconsciente. C'est ce qu'on appelle une mémoire karmique, donc un nombre karmique, par exemple le 14, qui peut être assez intéressant, notamment les chemins de vie en 5. Demande-moi si ça t'intéresse pour en savoir plus, je te répondrai en commentaire, parce que sur ces mémoires karmiques, sur ces numéros karmiques, eh bien, très souvent, la personne est appelée dans cette vie à purger une forme de dette. Donc ça peut être intéressant pour toi de savoir si c'est le cas. Alors comment elle se manifeste aujourd'hui? Il va y avoir une méfiance excessive, une difficulté à accorder sa confiance, la peur d'être manipulé. Il y a aussi très souvent une jalousie, parfois maladive, et un contrôle, un besoin constant de vérité, de vérifier la loyauté des autres, quitte à saboter une relation, et des schémas relationnels répétitifs. La personne attire toujours des partenaires ou des amis qui finissent par la décevoir. Alors, qu'est-ce que cette mémoire t'invite à comprendre pour t'en libérer? Déjà, c'est apprendre à faire confiance sans naïveté, évidemment. C'est-à-dire accorder la confiance progressivement et avec discernement. Et travailler sur le pardon. La vraie libération vient de la capacité à ne plus porter la charge émotionnelle d'une trahison passée, qu'on a fait subir ou que soi-même on a subi. Tu peux par exemple noter une situation où tu t'es senti trahi et te demander qu'est-ce que cette expérience m'a appris sur mes attentes et mes limites. Surtout si finalement ce sentiment de trahison est erroné,
si en fait tu t'étais trompé. Si jamais effectivement tu as été dans des relations où tu avais cette jalousie, ce contrôle presque maladif, et que finalement tu t'es rendu compte que tu te trompais, certainement qu'il y a une mémoire de trahison à travailler. Pareil, si jamais, malgré toi, tu subis des trahisons ou toi-même, tu te trahis envers des relations en n'étant pas totalement honnête. La mémoire de trahison est très 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 courante, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, et pouvoir s'en libérer permet d'établir des relations beaucoup plus saines. Troisième mémoire, c'est la mémoire de persécution. Comment elle va se traduire ? On se demande, mais pourquoi est-ce que j'ai peur de m'exprimer ? Vous savez, le fait de avoir une peur bleue de prendre la parole en public, par exemple. Ou pourquoi est-ce que j'ai l'impression de devoir me cacher pour être accepté, de porter des masques, de me conformer au groupe, parce que sinon je ressens une forme de danger. Alors son origine se trouve en fait dans des vies antérieures où la personne, encore une fois ça peut être aussi dans cette vie actuelle, parce que très souvent c'est inconsciemment répété, enfin notre âme va se trouver par exemple dans un environnement familial ou dans des situations qui va la replonger dans ces mémoires-là. Mais ça vient de vie antérieure, donc où vous avez été persécuté. Donc, par exemple, tu as été persécuté pour tes croyances, tes dons ou ton identité. La sorcellerie, l'hérésie, les marginaux. En plus, bon, on sait que les marginaux, tout dépend des civilisations, des cultures et des périodes, mais il ne fallait pas grand-chose pour être considéré comme tel. Donc ça peut être aussi issu d'une lignée familiale qui a subi une oppression ou une exclusion. Je vais revenir là-dessus sur les mémoires transgénérationnelles. Comment ça va se manifester aujourd'hui ? C'est la peur de la visibilité. Alors, une difficulté, une angoisse à parler en public, par exemple, à se montrer sur les réseaux, à assumer ses talents. Ça va se traduire aussi par de l'autocensure. On se freine par peur du jugement des autres, dans ses paroles, dans ses actes, dans ses positions. Et un sentiment d'injustice et de révolte, c'est-à-dire cette impression que le monde entier est contre toi. Alors, que faut-il comprendre pour peu à peu t'en libérer ? Première chose, c'est de réintégrer ton pouvoir personnel. Accepter que tu as le droit d'exister pleinement. Et oser t'exprimer malgré la peur. Chaque acte, chaque action de visibilité va réduire l'empreinte de cette mémoire. Ça peut commencer par une petite action. Par exemple, demain, c'est moi qui prends la parole à cette réunion, par exemple, au travail. Ou si jamais tu as une réunion de famille, je parlerai d'un sujet qui m'intéresse. Et de ne pas être passive. Et d'opiner de la tête parce que tu as peur d'exprimer ton opinion, alors que tu penses, par exemple, l'inverse de la personne qui est en train de parler. Là, le message clé, c'est de comprendre qu'en fait, le monde a besoin de ce que tu portes en toi. Et tu ne dois pas avoir peur de prendre ta place. Parce qu'on a tous notre place. Quatrième mémoire, la mémoire d'injustice. Le fait d'avoir l'impression d'être victime de quelque chose. Ce sentiment un petit peu de Calimero, justifié ou non. Okay ? Pourquoi est-ce que les autres aussi semblent-ils avoir plus de chance que moi ? Le c'est pas juste. Son origine se trouve dans des expériences de vie passée où tu as subi des injustices profondes, des faux procès, de l'oppression, un abus de pouvoir,
ça peut être aussi, hein, d'autant plus sur cette période, karmique collectif, hein, c'est-à-dire hérité d'un groupe social ou ethnique qui a souffert. Avec le XXe siècle, avec ce début du XXIe siècle où on a ces inégalités, tout ce collectif, toutes ces ombres-là au niveau de notre société qui peuvent encore plus ressortir. Alors, comment est-ce que ça se manifeste aujourd'hui ? Il y a cette colère, hein, cette colère récurrente là, qui ronge un peu, un sentiment de révolte contre le monde. Ça va être mélangé aussi à un sentiment de frustration, hein, et d'impuissance. C'est-à-dire cette impression que tu es tout le temps désavantagé. Et évidemment, si jamais tu as écouté les 12 lois, c'est une tendance à attirer des situations injustes. Pourquoi ? Parce que le karma rejoue les mêmes scénarios. Alors, comment est-ce que tu peux t'en libérer ? C'est de passer d'un état de victime à un état d'acteur, c'est-à-dire agir plutôt que subir. Attention, je le précise à chaque fois, ça n'empêche pas, notamment sur des situations de vie actuelles, de pleinement accueillir, et c'est même très important, que oui, tu as été victime en cas d'agression, en cas d'agression quelle qu'elle soit. Donc oui, effectivement, reconnaître son statut de victime, oui, je suis victime et je ne l'ai pas cherché. Hein. Mais ensuite, comment est-ce que j'agis dessus plutôt que de la subir ? Et ensuite, transmuter ta colère en force d'action. C'est-à-dire comment est-ce que tu peux utiliser l'injustice comme un moteur pour créer du changement ? De cette injustice peut-être que tu ressens même sans agression, hein, mais que, comme je te dis, que c'est hérité de vies antérieures ou dans ta vie actuelle, en fait d'arrêter de le voir comme une condamnation, mais une invitation à reprendre ton pouvoir. 5e mémoire, qui est aussi très courante, la mémoire de rejet. Pourquoi est-ce que je me sens toujours en décalage ? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'appartenir à un autre monde ? Pourquoi est-ce que j'ai peur, en même temps, de ne pas être accepté ? On oscille entre ces périodes d'ermite, d'isolement, et en même temps, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, d'hypersociabilité, parce qu'on veut absolument appartenir à un groupe. Très souvent, on a les deux extrêmes par rapport à des mémoires, par rapport à des blessures. Donc là, ça fait la plupart du temps rejaillir des vies antérieures où la personne a été exclue, bannie ou rejetée par une communauté ou par une personne en particulier. Il peut y avoir aussi des expériences familiales précoces de non-acceptation. Je vais revenir aussi là-dessus, notamment in utero. Comment ça va se manifester aujourd'hui ? Il y a ce besoin de validation excessive. On est tout le temps en train de chercher l'approbation des autres. Au contraire, comme je l'ai dit, on a tendance à fuir les relations. C'est-à-dire que on anticipe tellement ce rejet, on a une peur viscérale du rejet et donc on se coupe des autres. Et il y a aussi très souvent une hypersensibilité à la critique. Au moindre mot que nous, on peut interpréter comme négatif, on va tout de suite se dire mais c'est parce que cette personne ne m'aime pas, je savais, de toute façon, je vois rien, etc., etc. Alors, quel est le cheminement pour t'en libérer ? C'est déjà de travailler sur l'acceptation de soi. Déjà de partir du principe qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et ce n'est pas grave.
Et c'est normal. Il y a des affinités avec certaines personnes et on en a moins avec d'autres. C'est ce qui crée notre individualité. Et ensuite, cesser de te conformer pour être aimé. C'est en reprenant ton identité, ton unicité, que tu vas pouvoir te recentrer sur ton identité authentique et savoir qui tu es vraiment. Tu peux faire un exercice rapide, par exemple, affirmer une chose unique sur toi et te rappeler que c'est cette unicité qui fait ta force. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais par exemple, la gentillesse que tu peux prendre comme une faiblesse, parce que tu as l'impression qu'on va se moquer de toi ou quelque chose comme ça, eh ben non, c'est ce qui fait ta force. C'est une immense qualité. Après, il ne faut pas que ça en devienne une vulnérabilité où tu vas te montrer gentil avec tout le monde, tout accepter par peur d'être rejeté. Une forme de curiosité ou d'empathie, curiosité saine ou d'empathie, c'est quelque chose d'unique. C'est pas vouloir absolument tout savoir sur les gens. Non. C'est ta capacité à percevoir, par exemple, au-delà des voiles, et tu peux en faire une force. Le fait que tu sois empathique ou que tu fasses preuve de compassion envers les autres, c'est ce qui fait ta force. Tu n'as pas à porter un masque en faisant croire que tu es fort, forte, que ce qui compte avant tout c'est de gagner, etc. Si ce n'est pas toi. Parce que ça t'empêche d'être dans ta vérité. Et ça t'oppresse encore plus. On va passer à la 6e mémoire. Donc c'est les mémoires transgénérationnelles. Donc je vais un petit peu plus développer parce que celles-ci sont vraiment très importantes. Hein. C'est vraiment l'héritage invisible qui pèse sur ta vie. Parmi toutes les mémoires karmiques, il y en a une qui agit en silence, alors que tu as peut-être déjà mis à jour sur certains plans, hein, selon ton travail de développement personnel ou de développement spirituel. Mais l'influence, elle est immense hein, avec cette mémoire transgénérationnelle. Peut-être que tu ressens parfois un poids, une angoisse, une difficulté à avancer, mais sans que ça ait une cause directe dans ta propre histoire. Et ce que tu portes ne vient peut-être pas seulement de toi, mais de ta lignée. Alors, une mémoire transgénérationnelle, qu'est-ce que c'est ? C'est une mémoire héritée de tes ancêtres, transmise à travers les générations sous forme d'énergie, de schémas comportementaux, de croyances limitantes ou même de traumatismes non résolus. Et contrairement aux mémoires karmiques individuelles, qui viennent de nos propres expériences, la mémoire transgénérationnelle nous est imposée, comme un programme en fait, hein, un programme inconscient intégré dès la naissance. On a des exemples, hein, peut-être autour de toi, peut-être même toi, certaines familles qui vivent les mêmes schémas génération après génération. Une lignée où les femmes sont systématiquement malheureuses en amour, par exemple. Une famille où l'argent est toujours un problème, avec des faillites ou des dettes récurrentes. Un schéma de maladie qui se répète, sans explication génétique apparente. Et en plus, ces transmissions, elles ne sont pas seulement énergétiques ou psychologiques. La science démontre que nous portons dans notre propre corps les empreintes de nos lignées passées. Il y a par exemple, si ça t'intéresse, tu peux aller voir sur Internet, le phénomène du microchimérisme fœtal, que
que je trouve assez fascinant et en même temps assez effrayant, sur lequel je reviendrai certainement sur un travail collectif pour la communauté dans un atelier. Et bref, ce micro-chimérisme fœtal, il révèle que lorsqu'une femme, donc là je m'adresse aux femmes, évidemment, tu l'auras compris, que lorsqu'une femme tombe enceinte, elle conserve en elle, parfois pour le reste de sa vie, des cellules donc d'un enfant, mais au-delà d'un enfant, des cellules d'embryon. C'est-à-dire même si cet enfant n'est pas né, même par rapport à des avortements spontanés, des fausses couches, dont tu n'as peut-être même pas conscience. Ah, une fausse couche, je sais pas moi, tu es tombée enceinte et en fait le fœtus n'a pas du tout pris et tu avortes spontanément au bout de 15 jours, mais en fait tu vas croire que c'est tes règles, par exemple. Ok ? Et les recherches en épigénétique prouvent que ces traumatismes, en fait, ces cellules, pardon, restent dans ton corps pendant des années, voire toute une vie. Donc, ça peut aussi te lier directement, sans que tu comprennes trop pourquoi, avec la personne, avec l'homme avec lequel tu as eu ces cellules. Ça peut être intéressant pour toi, par exemple, si jamais tu as une relation qui aujourd'hui est terminée et que malgré tout, soit tu as l'impression d'avoir pris un petit peu de cet homme-là, soit tu as l'impression que tu n'arrives pas à couper le cordon, qu'il y a un lien que tu n'arrives pas à couper. Parce qu'il y a des cellules qui appartenaient à cet homme qui sont encore dans ton corps à partir de cette conception, qui n'a pas vu le jour. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu savais cette information, mais je pense que pour certaines d'entre vous, ça peut peut-être expliquer. Au-delà de ça, les recherches donc, en épigénétique ont prouvé que les traumatismes vécus par nos ancêtres peuvent modifier l'expression de nos gènes, influençant notre comportement et nos émotions aujourd'hui. On est vraiment, littéralement, scientifiquement, les gardiens des mémoires de notre lignée au plus profond de notre ADN. Il y a plusieurs expériences qui ont prouvé que, notamment au moment de la Seconde Guerre mondiale, les personnes qui avaient vécu l'Holocauste, leurs descendants portaient en eux un stress, une anxiété issue de cette période. Si tu es concerné, voici comment elle peut se traduire dans ta vie. Des blocages inexplicables dans certains domaines. L'argent, l'amour, la santé, des schémas familiaux récurrents, les divorces, les échecs professionnels, les maladies chroniques. Très intéressant aussi, les maladies chroniques, j'aurai l'occasion de revenir dessus. Moi-même, ayant eu la maladie de Crohn, dont j'ai guéri complètement sans aucun médicament. Un poids émotionnel qui ne t'appartient pas. La tristesse, la colère, des angoisses, une peur ancrée sans raison apparente. Il y a aussi ce sentiment de devoir réparer quelque chose pour la famille. Un espèce de fardeau qui limite ton épanouissement personnel. Et très souvent, le fait d'avoir un rôle inconscient dans la famille. Un rôle de sauveur, de bouc émissaire, de réparateur du passé. Quels sont les cas qu'on peut citer ? On va avoir les traumatismes familiaux non résolus, par exemple. Une grand-mère qui a vécu une relation abusive, mais qui n'a jamais exprimé sa souffrance. Donc tu n'es certainement pas au courant. Et sa petite fille, donc toi, des décennies plus tard, tu vas attirer inconsciemment des relations toxiques, sans comprendre pourquoi.
Ça peut être aussi par rapport à la pauvreté, hein, la pauvreté héritée. Si une lignée a traversé de grandes difficultés financières, donc la famine, la guerre, les pertes de terre, les exils forcés, les générations suivantes peuvent avoir un blocage avec l'argent sans savoir pourquoi elles sabotent leur propre réussite. Et il y a aussi des situations des enfants qui portent le poids des ancêtres, hein, c'est-à-dire certains enfants qui naissent avec une mission inconsciente, réparer les blessures du passé familial. Peut-être que tu te sens directement concerné. Et ça peut se traduire par un syndrome du sauveur ou l'impression de ne pas avoir le droit de réussir si leur famille a souffert. Et c'est là que toi, tu peux casser ce schéma. Alors, pourquoi est-ce que cette mémoire, elle persiste ? Parce que si cette mémoire, elle est transmise depuis plusieurs générations, c'est qu'elle n'a jamais été pleinement reconnue et libérée. Et donc, énergétiquement, comment ça se passe ? Une douleur non exprimée reste bloquée dans le champ énergétique familial et se transmet comme une dette invisible. On parle parfois de loyauté familiale inconsciente, c'est-à-dire vouloir inconsciemment honorer ses ancêtres en répétant leurs schémas, même s'ils sont négatifs. Une mère, par exemple, qui n'a jamais réussi à s'épanouir professionnellement, sa fille, elle peut se saboter sans raison apparente. Par fidélité inconsciente à sa mère. Donc là, la prise de conscience essentielle, c'est que tu n'es pas obligé de répéter l'histoire de ta lignée. Ce n'est pas une fatalité. Je vais te donner quelques étapes clés pour couper avec ces mémoires et créer ton propre chemin. Donc, premier point, identifier la mémoire transgénérationnelle que tu portes. Très souvent, oui, il y en a plusieurs. Oui. Donc, déjà, repérer les schémas répétitifs dans ta famille. Ensuite, tu vas observer les croyances limitantes transmises. On n'a jamais eu d'argent dans cette famille, le bonheur en amour n'existe pas chez nous, etc. Et ressentir le poids émotionnel. Qu'est-ce que tu portes qui ne t'appartient pas ? Donc, par exemple, tu prends une feuille et tu écris « Quels schémas familiaux semblent se répéter dans ma vie ?» et quelles phrases ou croyances limitantes j'ai souvent entendues dans mon enfance. Il peut y en avoir plusieurs, évidemment. Et le deuxième point, ça va être d'honorer ta lignée, mais sans en porter le poids. L'idée, c'est pas de rejeter son héritage, mais de l'intégrer différemment. C'est-à-dire de faire un rituel, par exemple, de reconnaissance. De dire intérieurement à tes ancêtres ou en face, dans un espèce d'espace que tu vas créer pour toi, comme si tu leur parlais, je vous rends ce qui vous appartient. Je vous honore, mais je choisis de créer mon propre chemin. Tu peux aussi le faire par l'écriture. Écrire une lettre à tes ancêtres en leur expliquant ce que tu ne souhaites plus porter et la brûler pour symboliser la fin du cycle. Il y a aussi un travail énergétique avec la méditation, des soins énergétiques ou des pratiques comme les constellations familiales qui sont très intéressantes pour couper les liens invisibles. Il y a ce mantra un petit peu, dans tous les cas, à programmer dans ton esprit, c'est « Je suis libre de choisir mon destin. Je rends à ma lignée ce qui ne m'appartient pas. » Et tu peux prendre une action concrète pour briser le schéma. J'aime beaucoup cette idée de intention, pensée, action pour transformer l'énergie dans l'action. Donc, si ta famille a toujours eu peur du manque, prends une action pour investir dans un projet qui te tient à cœur. S'il y a toujours eu des relations difficiles, tu t'engages aujourd'hui à choisir des relations saines et équilibrées.
au niveau d'un poids émotionnel, hein, sans cause apparente, tu l'exprimes par l'art, l'écriture, la parole. Bref, tu as compris, tout ce que tu vas pouvoir manifester dans l'action va permettre de manifester une autre énergie. J'espère que déjà cette introspection à travers les 6 mémoires t'aura servi. L'objectif, c'est de comprendre que, en fait, nous ne sommes pas condamnés à répéter l'histoire de notre lignée. Nous pouvons choisir de transformer cette mémoire, de l'honorer et de créer un chemin qui nous appartient vraiment. Si tu as déjà identifié un schéma répétitif, par exemple dans ta famille, que tu as l'impression de porter un poids qui ne t'appartient pas, tu peux partager en commentaire et voir ensemble comment libérer cette mémoire et partager avec le collectif. D'ailleurs, j'en viens à ce collectif avec la dernière partie sur le karma collectif et son influence. Alors, on a vu nos mémoires personnelles, une partie transgénérationnelle, comment elles influençaient notre quotidien, mais il existe une autre force encore plus vaste qui façonne nos vies sans qu'on en ait conscience, c'est le karma collectif. Cette énergie invisible accumulée à travers l'histoire de l'humanité et qui agit comme une trame énergétique qui nous impacte tous. Certaines de tes peurs, de tes blocages ou de tes réactions ne sont certainement pas uniquement les tiennes, mais celles d'un collectif, d'un groupe auquel tu appartiens inconsciemment. Alors, qu'est-ce que le karma collectif ? C'est l'ensemble des mémoires, des traumatismes et des énergies générées par un groupe d'âmes. Donc, ça peut être au niveau d'une nation, d'une culture, d'une lignée familiale, là, comme on l'a vu, mais aussi de l'humanité entière. Contrairement au karma individuel, ou même transgénérationnel, là, ce karma est encore plus subi, même par ceux qui n'ont pas directement contribué aux événements passés, ou ceux de leur lignée. Pourquoi ce karma nous impacte ? Parce que nous sommes énergie et que nous sommes tous interconnectés. Chaque individu est influencé par les actions, j'en ai parlé sur l'épisode 1, cette définition du karma. Donc chaque individu est influencé par les actions et les mémoires de son environnement. Donc le karma collectif façonne nos croyances, nos peurs et nos réactions sans que nous en ayons conscience. Si jamais tu es né au XVIIe siècle, il est évident que tu ne vas pas avoir les mêmes croyances, les mêmes mémoires que si tu es né au XXe ou au IIIe siècle, ou aujourd'hui. D'accord ? Donc si tu es né dans un pays ayant connu la guerre, même si tu ne l'as pas vécu directement, tu peux ressentir une insécurité profonde ou une méfiance envers le monde sans savoir pourquoi. Alors, comment le karma collectif influence nos vies ? Voilà quelques exemples, manifestations concrètes dans notre quotidien. Par exemple, les mémoires de guerre et de violence. Un sentiment d'insécurité constante, même en période de paix. Une peur irrationnelle du danger ou un besoin excessif de contrôle. Une tendance à voir le monde en ami ou ennemi sans nuance. Sans m'appesantir sur le sujet, je vais donner un exemple très simple. Au moment du Covid, la phrase du président de la République, c'était « Nous sommes en guerre ». C'est un rappel inconscient au karma collectif que nous avons vécu à travers la Première et la Seconde Guerre mondiale, qui a suscité inconsciemment un phénomène de peur et d'angoisse, ne serait-ce que par le terme. Voilà. Donc, beaucoup de familles qui ont vécu la guerre développent une culture de la peur et de la survie. Et les générations suivantes peuvent porter un stress post-traumatique inconscient qui va affecter leur façon de voir le monde. Au-delà de ça, on peut avoir les oppressions sociales et les croyances collectives.
hein, une difficulté à s'autoriser la réussite, si on vient d'un groupe social défavorisé, par exemple, ou d'un pays. Un sentiment de révolte contre l'autorité ou les systèmes en place. Il y a aussi une culpabilité à l'idée de s'émanciper de sa lignée ou de son milieu d'origine, ou de sa culture, de sa religion. Une femme, par exemple, issue d'une lignée où les femmes ont été réduites au silence, peut ressentir inconsciemment une peur de s'exprimer, même dans un contexte moderne où elle est libre de parler. On peut avoir aussi les mémoires de pauvreté, évidemment, et le blocage de l'abondance. La peur du manque, même en ayant une sécurité financière, des difficultés à demander ou à recevoir de l'argent, le syndrome du je ne mérite pas, et des croyances limitantes comme l'argent c'est mauvais ou il faut souffrir pour réussir. Si tes ancêtres par exemple ont vécu des famines, il est possible que tu ressentes une peur irrationnelle face à l'instabilité financière, même si toi-même tu n'as jamais connu de vraie pauvreté. Et il va y avoir aussi tout ce qui va être le karma collectif et la santé. La transmission des maladies émotionnelles, accentuée, exacerbée sur ces 50 dernières années, c'est l'anxiété collective. Les impacts des catastrophes mondiales sur notre système nerveux, comme la pandémie. L'héritage énergétique des famines, des exodes ou des conditions de travail extrêmes. Comme je l'ai dit, les études en épigénétique montrent qu'on porte des traces biologiques de privation qui va influencer notre métabolisme et notre rapport à la nourriture, par exemple, pour les descendants de populations qui ont souffert de grandes famines. Alors, comment se libérer du karma collectif? Bon, il y a une bonne nouvelle quand même. Même si le karma collectif est puissant, c'est pas une fatalité. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'on peut vibrer autrement. Alors, comment est-ce que tu peux t'en libérer progressivement? Déjà, prendre conscience des croyances et des schémas hérités par rapport à cette collectivité. Quelle peur ou croyance qui ne t'appartient pas vraiment? Observer comment notre culture ou notre famille a influencé notre façon de penser. Et identifier les blocages récurrents qui semblent ne pas venir de nous. Tu peux le faire par l'écriture, c'est toujours bien de pouvoir le visualiser et écrire une croyance que tu portes depuis toujours et de te demander d'où vient-elle réellement, est-ce que je l'ai choisie consciemment? Et ensuite, t'en libérer par un travail de libération énergétique, de méditation, de rituels symboliques, de coupure énergétique. C'est à toi de choisir ce qui te semble le plus adapté et ce qui résonne le plus avec toi. Et tu vas aussi pouvoir prendre des actions conscientes différentes, c'est-à-dire briser un cycle répétitif en osant une nouvelle direction. Entreprendre si personne dans ta famille ou dans tes origines ou dans ta culture ne l'a fait. T'entourer de nouvelles influences qui reflètent ton désir d'évolution. Et choisir des pensées et des comportements alignés avec ce que toi, tu veux créer et non avec ce que tu as hérité. Encore une fois, reprendre le pouvoir sur ta décision, sur tes choix pour rompre un cycle. Donc on n'est pas seulement en fait des récepteurs de ce karma transgénérationnel et collectif. Nous en sommes aussi les créateurs. Chaque pensée, chaque choix, chaque action que nous posons dans notre vie quotidienne contribue à nourrir soit un karma collectif plus lourd, soit un karma collectif plus lumineux. Ça signifie quoi? Que nos actes individuels ont un impact bien plus large que nous l'imaginons. Quand nous choisissons de cultiver la paix intérieure plutôt que la colère, nous envoyons une vibration qui peut se propager. Et quand nous décidons de traiter les autres
avec bienveillance et respect, nous influençons la conscience collective. Chaque changement que nous opérons en nous-mêmes a le pouvoir d'élever non seulement notre propre destinée, mais aussi celle du monde qui nous entoure. Comment ? En cultivant des pensées et des émotions alignées avec la compassion, la gratitude, la paix et l'amour. Poser des actions qui reflètent l'harmonie et l'équilibre au lieu de nourrir les divisions et les conflits. Et prendre la responsabilité de son propre karma et cesser de reproduire des schémas hérités sans conscience. Nous sommes des tisseurs du karma collectif. Ça me fait penser aux tisseuses, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, avec les 3 tisseuses. Bon. Et en transformant notre propre énergie, nous devenons des agents, des agents de changement en fait, pour le monde entier. Qu'en fait, comprendre ces mémoires est une étape essentielle, mais c'est dans l'action que la vraie transformation a lieu. Je vous ai déjà donné plusieurs exercices, là. Il y en a davantage qui sont développés dans la communauté si ça t'intéresse. Mais ce sont des exercices simples, en fait, mais réellement efficaces. Donc, tu peux déjà choisir celui qui te parle le plus et le mettre en pratique dès aujourd'hui. Toi, par exemple, laquelle te semble la plus adaptée à ton propre cheminement, tu peux le partager en commentaire. Et c'est cette approche-là qui va te permettre de transformer les schémas de façon durable. Alors, on a exploré ensemble une partie des mémoires karmiques, ces empreintes invisibles qui influencent nos émotions, nos choix et notre réalité. On a vu là comment les identifier et surtout comment amorcer leur libération avec des outils concrets. Mais il reste encore une dimension essentielle à comprendre qu'on appelle les liens karmiques. C'est-à-dire des relations que tu vis aujourd'hui qui ne sont pas le fruit du hasard, mais la continuité d'un passé bien plus ancien. Ces personnes que tu rencontres, ces attirances ou ces conflits répétitifs sont liés à un karma non résolu par rapport à toi, mais aussi avec la personne. Donc là, on a compris un peu mieux les mémoires karmiques et leur impact sur notre vie quotidienne. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à 3 choix d'identification des mémoires karmiques. Si ça t'intéresse, je vais te mettre le lien en description. Le rôle du karma collectif, pareil, tu trouveras dans la communauté les énergies de ce karma collectif et comment s'en préserver aujourd'hui par rapport aux énergies actuelles. Et plusieurs techniques pour t'en libérer sur lesquelles tu peux revenir quand bon te semble. La clé à retenir, c'est que chaque mémoire est une leçon et que tant qu'elle n'est pas comprise, elle se répète. Mais une fois qu'on prend conscience du message qu'elle nous envoie, on reprend son pouvoir sur sa destinée et la leçon est définitivement acquise. Et ces mémoires, elles ne sont pas que personnelles, tu l'auras bien compris, elles nous connectent aux autres et derrière chaque relation forte, qu'elle soit bienveillante ou conflictuelle, il y a souvent un lien karmique. C'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode, pourquoi certaines relations sont intenses, voire toxiques dès le premier regard, quels sont ces liens, les âmes jumelles, le cordon éthérique, les flammes jumelles, même si je n'aime pas trop le terme, les liens sacrés, les différents contrats d'âme, les rejets d'incarnation par exemple. Comment identifier ces liens karmiques positifs et ceux qui nous enferment, et surtout comment se libérer des liens toxiques et harmoniser les liens bénéfiques. Si tu ressens qu'une personne dans ta vie est là pour une raison bien plus profonde qu'il n'y paraît, c'est probablement un lien karmique en jeu. Et j'irai plus loin à travers une lecture à 3 choix de 3 liens d'âme. Alors si tu as vécu une relation où tu avais l'impression que tout était écrit d'avance, comme si vous connaissiez depuis toujours,
bah, toi aussi, hein, tu peux partager ton expérience en commentaire pour initier cet épisode 3. J'espère en tout cas que cet épisode t'aura apporté des pistes. Si tu le souhaites, comme je l'ai dit, tu peux rejoindre la communauté privée pour aller plus loin. Tout est en description. Tu peux également me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Les liens sont également en description et dans ma bio. Pour terminer cette vidéo, je t'invite à inventer ou à reprendre cette phrase de libération énergétique, à regarder, à te répéter pendant 7 jours, encore mieux pendant 21 jours, parce que c'est comme ça que la mémoire imprime et que ça s'imprime devant ton miroir. Une phrase qui surtout ne comporte pas de négation. Attention, très important, hein, je le répète souvent, mais le mental n'enregistre pas la négation. Donc, une phrase positive, bon là par exemple, moi celle que je vais te donner, c'est « Je suis libre de mon passé, je suis créateur de mon présent, je suis maître de mon avenir ». À toi de l'adapter selon tes ressentis et tes envies. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a parlé, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer l'épisode 3. J'ai besoin de vos soutiens et je t'en remercie par avance. On se retrouve très vite pour explorer ensemble les liens karmiques et comprendre comment nos âmes tissent leur propre destinée. À très bientôt et souviens-toi, tu as le pouvoir de transformer ton karma. Au revoir.